Bonjour, moi c'est Lorena Garcia, je suis membre de l'équipe contenu de Creative Mornings. Pour ce mois-ci, nous avons réfléchi au fait qu'un restart, ça vient avec son lot de défis et d'inconfort, mais aussi avec une liberté, ne serait-ce que par le changement de la situation. Donc on a le privilège aujourd'hui d'avoir Mylène Paquette, une femme extraordinaire, aventurière, la première personne en Amérique à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame en 129 jours. Cette expérience l'a transformée profondément et c'est précisément pour ça qu'elle vient aujourd'hui à nous parler de Restart. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, pour commencer, je vais apprendre comment le pointeur fonctionne. C'est de l'autre côté? OK, parfait. Alors, le mouvement de rame. Ramer sur l'océan, c'est un éternel recommencement. Je vous laisse vous imprégner un peu de ce que ça peut être. OK, j'écoutais Mika, vous avez OK. Vous voyez aussi dans mon visage, je ne suis pas toujours contente d'être là, peut-être? Regarde autour de moi. Le mouvement de rame consiste à se propulser vers l'arrière. Donc, on recule, on ne voit pas vraiment où est-ce qu'on va. Oui, OK, j'écoutais les canals aussi. Donc, on peut baisser juste un petit peu le son, parfait. Alors, pardon, bon. Alors, vous voyez quand même l'image. Alors, le mouvement de rame consiste à se propulser vers l'arrière. Donc, la première partie de l'étape de ramée, c'est de se placer à l'attaque, de plonger les rames dans l'eau derrière soi et de pousser dans les jambes le plus fort possible. Alors, c'est un mouvement explosif. C'est vraiment là où est-ce qu'on décharge le plus gros de notre énergie. On ne rame pas avec les bras, on rame avec les jambes. Ensuite, la deuxième action, c'est de pousser le tronc, le dos vers l'arrière et de tirer, en fait, dégager les rames de l'eau et ramener les rames vers nous pour enfin relaxer, avoir le mouvement de récupération qui est somme toute plus lent que le mouvement d'attaque et de rame et de se repositionner pour replonger encore les rames à l'attaque. Alors, ce mouvement-là est extrêmement répétitif, vous aurez deviné, et ce qui est vraiment étrange dans la récurrence de ce mouvement-là, c'est que le moment où on est le plus tenté d'abandonner, c'est dans le moment où on récupère. C'est le mouvement le plus facile du coup de rame. Donc, c'est quand c'est relax, on ramène les rames vers l'avant, et c'est là qu'on a le goût d'abandonner. Pourtant, c'est le moment le plus facile. Et là, on attaque, on recommence, et là, on a du plaisir. J'aime parler du coup de rame parce que j'y fais souvent référence dans mon mode de vie actuel, dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est un mouvement qui revient continuellement. Et lorsque j'étais sur l'océan, je ne pouvais pas me permettre de juger les mouvements que je faisais. Je ne pouvais pas me permettre de dire « Ah non, OK, j'ai mal ramé. » Non, OK. Je vais penser au coup de rame actuel sans juger. Je vais rester ici, maintenant, dans mon mouvement. Je ne peux pas me permettre de juger mon mouvement, ni celui qui s'en vient, parce que je vais en faire une centaine dans l'heure qui vient, des milliers dans les heures qui viennent, des millions dans les jours qui s'en viennent devant l'écran. Donc, si je juge le mouvement actuel, je ne suis pas engagée dans l'action. Et je deviens pessimiste, je deviens négative, je ne suis pas engagée positivement dans ce que je fais. C'est normal, quand on est sur l'océan, vous pouvez vous imaginer être sur l'océan, imaginer tous les kilomètres à franchir, c'est normal qu'on puisse penser que le mouvement actuel est complètement insignifiant par rapport à la quantité de milles nautiques à franchir, la quantité de kilomètres. Si on est à juger ce mouvement-là et à se dire, voyons, c'est complètement insignifiant, on ne peut pas se permettre d'imaginer qu'on peut atteindre l'autre continent. Ce mouvement-là, oui, il est insignifiant. Mais si on regarde tous les mouvements mis ensemble bout à bout, ça donne un résultat impressionnant, 5000 km à la rame. Je fais souvent référence à ce mouvement-là, l'insignifiance de ce mouvement-là, quand je prends action, par exemple, pour réduire mon impact écologique. Ben, tu sais, j'ai signé le pacte. Pas juste depuis que j'ai signé le pacte, là, mais depuis que je suis consciente de mon impact écologique, des fois, en fait, surtout les premières fois où je posais des gestes, les premières fois où je refusais une fourchette en plastique pour dire non, hey, j'ai ma fourchette en bambou dans le fond de ma sacoche, je brandissais ma fourchette fièrement. Des fois, je me disais, ça donne-tu vraiment quelque chose? Est-ce que de commencer ça, prendre action pour l'environnement, est-ce que moi, je vais vraiment faire la différence? Mais en fait, si je suis à juger ce mouvement-là, ben, je ne serai pas engagée dans ce mouvement-là, je ne serai pas ici, maintenant, présente dans mon action,
Et cette action-là, c'est sûr que je ne peux plus croire qu'elle va porter un résultat potentiel, un résultat positif, parce que je suis là à le juger. Donc, j'ai choisi de faire comme sur l'océan et poser des gestes pour réduire mon impact écologique sans juger ces gestes-là. Et je me dis que si tout le monde ici commençait à utiliser les fourchettes réutilisables, ben là, on aurait ensemble, tout le monde, un impact beaucoup moins important sur l'environnement. Donc, c'est un peu l'analogie que je fais quand je pose certains gestes qui me découragent. Et je trouve que c'est important de le transposer ailleurs dans notre vie, parce que ben, c'est comme ça qu'on va cesser de se juger, être dans l'action, s'engager dans l'action, s'engager dans le mouvement, être dans le plaisir ici maintenant, et croire que le mouvement qu'on pose aujourd'hui, même si on le recommence souvent, ce mouvement-là, bien, ce mouvement-là, ensemble, collectivement, va donner un résultat possiblement très considérable. Donc maintenant, est-ce que j'ai fait des restarts sur l'océan? Plusieurs. Mais je ne peux pas vraiment vous dire que les restarts que j'ai fait sur l'océan, c'est à chaque coup de rame, c'est un recommencement. Parce que pour faire un restart, il faut qu'il y ait une pause, il faut qu'il y ait un temps d'arrêt, une réflexion. Je peux vous dire que les restarts que j'ai faits sont beaucoup plus subtils que ceux contenus entre chaque coup de rame. Alors, je vais revenir tout à l'heure, il y a de grands restarts qui se sont faits, qui se sont produits entre les deux continents. Il y a une question qu'on pose le plus souvent, c'est... Oups, j'ai encore été du bon côté, pardon. OK, parfait. Quand vas-tu repartir? Bon, je vous lis un passage. On me demande régulièrement quelle sera ma prochaine aventure. Alors, on me demande régulièrement quelle sera ma prochaine aventure. En entendant cette question, je ressens une certaine expectative de me voir repartir, une pression à faire quelque chose d'aussi grandiose, d'aussi grand. C'est peut-être simplement par curiosité ou pour me voir partager l'aventure et la vivre par procuration, par intérêt. Mais à force de me faire poser la question, je sens que j'ai une image à porter, une image à défendre même. Un peu comme si je ne pouvais plus ne pas repartir parce que ceci ne correspondrait plus à l'image que mes interlocuteurs se sont faites à mon sujet. Je trouvais ça important de vous lire un passage de la réédition de mon livre. Je trouvais ça même drôle de venir vous parler aujourd'hui de Restart quand je viens tout juste de rééditer mon livre. Je voyais un lien là. Mais cette réédition-là m'a permis de réfléchir sur le retour de cette grande aventure-là, de cette immense aventure-là. Donc, j'ai ajouté 7 chapitres à mon livre et je parle beaucoup de l'après-traversée. Et je parle de ça aussi, de ce que ça suscite chez le public. Alors, repartir. Est-ce que je vais repartir? Je ne sais pas. Est-ce que je veux repartir? Oui, j'ai envie de repartir. Mais repartir nécessite tellement d'efforts, ça demande tellement d'efforts, de préparation, de sacrifices. Donc, je réfléchis encore à quel serait mon prochain projet. Je suis présentement à remonter une nouvelle conférence. Je n'ai pas nécessairement besoin d'aventure ces temps-ci. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de créativité et je suis en train de travailler à développer une nouvelle conférence parce que depuis 5 ans, j'ai donné environ 500 conférences depuis mon retour et j'aimerais ça aller plus loin dans ma réflexion et j'aimerais ça permettre au public de toucher à ces réflexions-là, les emmener ailleurs que de rester souvent dans des questions un peu trop techniques ou rudimentaires. Malheureusement, une des questions qui revient souvent, qui revient me hanter souvent, c'est une question comme bon, comment tu fais pour dormir la nuit? C'est correct, je comprends que les gens, c'est tout à fait légitime qu'il y ait des questions par rapport à ça. Mais la question qui tue, c'est comment tu fais pour aller aux toilettes? Okay? Ça me dérange toujours un peu. Tu sais, je me dis, OK, il me semble qu'il y a d'autres choses sur lesquelles s'exprimer quand on revient d'un voyage de 129 jours sur l'océan. Tu sais, les gens restent beaucoup dans comment tu faisais pour aller aux toilettes. Au début, je vais vous faire une amende honorable. Les gens, quand on me pose la question, au début, je me disais, on dirait, en fait, la première année et demie après mon aventure, je me disais, mon Dieu, les gens manquent donc bien d'imagination. Mais c'est fou. Donc, je jugeais les gens, puis je me disais, il manque tellement d'imagination. Tu sais, je ne peux pas voir un astronaute qui vient de la Station spatiale internationale. Puis une des premières questions que tu te posais, comment tu pissais dans l'espace? Je trouve ça un peu réducteur comme question. Mais en même temps, c'est que cette question-là suscite de l'intérêt parce qu'on essaie de s'imaginer dans un bateau à rame. On essaie de se mettre à ma place. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on pose la question. Et c'est une question tout à fait légitime. Et pour vous parler de la toilette, j'ai appris tout récemment qu'il y a 60% de la population mondiale qui n'ont pas accès à une toilette sécuritaire et propre pour éliminer. L'ONG WaterAid a dit en 2012 qu'il y a
dans les pays en développement, les femmes et les fillettes ont passé en 2012 plus de 97 milliards d'heures à se chercher un endroit sécuritaire et approprié pour éliminer. 97 milliards d'heures, c'est plus que la totalité d'heures passées sur YouTube cette année-là par le reste du monde entier. Donc, je trouve que c'est important de parler de ces statistiques-là parce que je me dis, OK, moi, je jugeais les gens et je me disais, les gens manquent d'imagination. Mais en fait, on ne manque pas d'imagination tant qu'on n'a pas un besoin criant à répondre. Puis là, on parle vraiment de besoin ici. Hein? Donc, tant qu'on a une toilette, tant qu'on vit dans la facilité, quand on a accès à ça, on ne se pose jamais la question comment le reste du monde va faire pour aller aux toilettes. Mais bientôt, on n'aura peut-être pas le choix d'innover dans cette matière-là, parce que tant qu'on n'a pas un problème, tant qu'on n'est pas empêché de faire quelque chose, on n'a pas besoin d'innover. Mais bientôt, à cause de la crise environnementale qui s'en vient, on ne pourra plus aller faire nos besoins dans l'eau potable. Un jour, on va devoir inventer la toilette sèche compostable, parce qu'on ne pourra plus, dans le monde actuel, aller faire ça dans l'eau potable. Donc, le problème est aussi source de recommencement, et source de réinvention, et source d'innovation. Alors, la toilette, bon, je ne vous dirai pas qu'est-ce que je faisais en l'air pour la toilette quand même, mais c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt. Quête de sens. Ce que vous voyez ici, c'est la trajectoire que j'ai faite sur l'océan. En fait, c'est une toute petite partie de mon aventure. Chaque point bleu que vous voyez à l'écran, c'est 1 heure de déplacement sur l'eau. Donc, normalement, sur la distance que vous voyez présentement à l'écran, vous auriez dû voir une ligne droite, vous auriez dû voir 6 points. C'est-à-dire qu'on aurait pu me voir faire cette même distance-là en 6 heures aux environs. Et malheureusement, j'ai pris 1 semaine pour faire la même distance que j'aurais pu faire en 6 jours aux environs. À ce moment précis-là, j'étais à mon 50e jour en mer et j'étais située en dessous de Terre-Neuve. J'avais à peine franchi le 1/6e de toute la traversée. J'avais passé 50 jours en mer et je n'avais pas fait plus que 15-20% de toute l'entièreté de la traversée. Alors, je me suis posé la question. Je ne suis pas très loin du Canada. Ce que je pourrais faire, vu que la météo m'empêche d'avancer, plusieurs tempêtes m'empêchaient d'avancer, je ne pouvais pas ramer, je tournais en rond, c'était vraiment frustrant pour moi. Alors, j'ai demandé à mon équipe au sol, est-ce que je ne pourrais pas ramer jusqu'au Canada? De cette façon-là, je protège mon bateau et je pourrais recommencer l'année prochaine. Mon but à ce moment-là, durant 1 semaine, c'était de remettre mon projet à l'an prochain. Ramer jusqu'au Canada, mettre le bateau à l'abri et repartir l'année prochaine en 2014. Mon équipe à ce moment-là a étudié les cartes, a étudié les mouvements marins, les vents, la pression barométrique, la température et tout ça. Et ils m'ont dit, Mylène, c'est impossible. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu dois continuer. OK. À partir de là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas continuer de la même façon parce que depuis 50 jours, ça ne se passe pas comme je veux. Je ne peux pas ramer quand je veux. La météo est exécrable avec moi. C'est extrêmement difficile. Je me suis dit, si je dois continuer, je ne dois pas continuer de la même façon. J'ai toujours eu la même direction. J'ai toujours voulu m'en aller après avoir su que c'est impossible d'abandonner. Mon aventure n'a jamais changé de direction. J'ai toujours voulu me rendre en France. Mais mon aventure a changé de sens ici. Parce que j'ai compris que je ne contrôlais pas la mer, je contrôlais pas les vagues, je ne contrôlais pas non plus la pression barométrique, la puissance du vent. J'ai compris ici que la seule chose que je contrôlais, c'était l'attitude que je choisissais d'adopter à travers ces éléments-là. Et quand on est dans un environnement hostile comme l'océan, il faut s'en remettre à ça parce que s'il y a une chose qui ne change pas et qui est intouchable, immuable, c'est l'attitude qu'on choisit d'adopter face aux intempéries. Alors, mon aventure a changé de trajectoire, de sens ici. Et ce restart-là, je l'ai fait à l'intérieur de moi parce que j'ai pris un temps d'arrêt, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit, OK, à partir d'ici, ça ne peut pas être comme avant. Je ne peux pas ruminer, chialer, être négatif, pessimiste comme depuis le début de l'aventure. Et ce restart-là qui s'est opéré dans mon aventure, il s'opère aussi dans ma vie de tous les jours. Maintenant, j'ai compris que tout est une question d'attitude. Alors, on peut opérer des petits restarts dans la journée et se dire, OK, tu sais, faire preuve d'humilité, dire, ça ne marche pas, j'ai pas une belle attitude aujourd'hui, OK, je pense qu'il faudrait vraiment que je recommence à zéro parce que ça ne peut pas continuer comme ça, je passe pas une belle journée. Alors, c'est ce que j'ai appris sur l'océan et c'est ce qui m'a transformée encore jusqu'à aujourd'hui.
Et il faut toujours aussi peser sur le bouton des fois de restart. Il faut faire l'effort de se rendre compte qu'on n'est pas sur la bonne direction, qu'on ne fait pas, que notre route fait, que notre embarcation fait fausse route, qu'on passe une mauvaise journée. Il faut juste se rendre compte de ça, faire preuve d'humilité et dire, OK, je vais recommencer à zéro à partir de maintenant. Donc, maintenant, où j'en suis maintenant? Donc, j'espère, oui, repartir à l'aventure. J'espère relever d'autres défis. Mais l'essentiel, aujourd'hui, ce que j'espère nourrir le plus, c'est ma créativité. Donc, j'ai plein d'objectifs comme, par exemple, monter une nouvelle conférence, créer un podcast, écrire un nouveau livre. Et quand le besoin d'aventure va être plus grand que mon besoin de créativité, là, je penserai sérieusement à peut-être mettre l'épaule à la roue et vraiment faire un plan de match pour pouvoir repartir, peut-être sur l'océan, peut-être ailleurs, mais repartir à l'aventure. On a tous des rivières à traverser, des océans à franchir, des ponts à prendre. Et je pense que les restarts sont essentiels dans tous les parcours dans lesquels on se lance. Par exemple, l'insignifiance d'un mouvement. Quand on juge un mouvement, on n'est pas dans l'engagement de faire ce qu'on fait. Donc, si on se concentre sur ici maintenant, le mouvement actuel qu'on pose, peut-être que ça, c'est le premier pas pour repartir du bon pied et vraiment se dire qu'on peut changer les choses. La deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est repartir. C'est vrai, je ne vous ai pas raconté correctement, repartir, quand je suis revenue de ma traversée, j'ai voulu repartir tout de suite à l'aventure. J'ai vraiment voulu repartir rapidement parce que c'est comme si je voulais fuir ce monstre-là que j'avais créé. Quand je parle d'un monstre, je parle un peu de tout cet enthousiasme que j'avais créé à partir des médias sociaux, à partir des médias traditionnels. Moi, je débarque de mon bateau, ça fait 129 jours que je suis sur l'océan, et je me rends compte que cet enthousiasme-là m'étouffe. Et j'avais jamais rien réussi dans la vie quand je suis descendue de mon embarcation en France le 12 novembre 2013. Et là, quand je dis rien réussi, là, c'est pas de la fausse modestie, ok? Je vais être honnête avec vous. J'ai réussi à obtenir mon diplôme d'études secondaires. Ah oui, j'ai réussi à obtenir aussi un cours de professionnel, un cours aux adultes, un cours de préposé aux bénéficiaires, 2 semaines théoriques, 2 semaines pratiques. C'était une réussite pour moi, donc un cours de 4 semaines qui m'a permis d'avoir un emploi. Et j'ai réussi mon examen de conduite à la SAC. Alors, c'est pas mal ce que j'avais réussi dans la vie jusque-là. Donc, d'assumer une réussite et de le faire aussi publiquement, c'est quelque chose d'énorme. Donc, j'ai désiré très rapidement repartir à l'aventure, mais ce désir-là n'était pas suscité par quelque chose de profond. Il était suscité par la fuite, le désir de fuir quelque chose qui me semblait trop gros pour moi. Donc, un jour, quand le désir de repartir pour vivre l'aventure, pour apprendre, pour être en connexion avec la nature sera grand, ce sera de véritables raisons pour moi pour mettre l'épaule à la roue et vraiment travailler très fort pour pouvoir repartir à nouveau. Alors, la deuxième chose dont je vous ai parlé, oui, c'était repartir. Pourquoi repartir? Et la nécessité est mère de l'invention. Donc, quand on a un besoin, on a besoin d'innover. Quand on a un problème, on doit innover, on doit créer. Mais je crois que ce qui demande beaucoup de courage, c'est de repenser, reconstruire, recommencer quelque chose dont on n'a pas besoin tout de suite. Comme, par exemple, je vous ai donné l'exemple de la toilette sèche compostable. Ça prend beaucoup de courage pour imaginer, réinventer quelque chose en amont d'un problème, quand on voit un problème arriver. Alors, ça demande beaucoup de créativité dans ces cas-là, et je vous souhaite d'en avoir dans tous ces recommencements-là. Et la chose que je vous ai partagée aussi, c'est que parfois notre journée peut manquer de sens parce qu'on peut faire aussi des petits restarts au quotidien. Il suffit de changer d'attitude, réfléchir, prendre un temps d'arrêt et changer d'attitude. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à opérer au cours d'une journée parce que quand ça va pas bien, on s'en va pas dans la bonne direction, on a toujours le contrôle sur l'attitude qu'on choisit d'adopter. Donc, si je peux comparer aussi pour terminer le fait de commencer quelque chose et le fait de recommencer quelque chose. Quand moi j'ai commencé à organiser cette aventure-là, j'étais très naïve, j'étais très insouciante. J'imaginais que ça allait être facile d'organiser cette grande aventure-là. Si quelqu'un m'avait dit au départ que ça allait me coûter 300 000 canadiens pour traverser l'océan Laurent, ou si quelqu'un m'avait dit que ça va te prendre 5 ans de préparer, je ne l'aurais jamais cru, mais peut-être que je ne me serais jamais lancée là-dedans. Donc, des fois, ça prend de la naïveté pour se lancer dans un grand objectif comme ça. Donc, quand on commence quelque chose, on sait qu'on va devoir travailler fort, mais on ne sait pas dans quelle mesure. On a la fougue, on est peut-être un peu naïf des fois, mais on veut avancer, on veut aller de l'avant. Mais quand on recommence quelque chose, quand on se reconstruit,
Quand on repart à zéro, c'est encore plus difficile. Parce que là, on agit en toute connaissance de cause. On sait exactement vers où on veut aller. On sait c'est quoi l'énergie à déployer. On sait c'est quoi le prix à payer. Alors, ça demande d'autant plus de courage de recommencer quelque chose. Changer de carrière, changer de cap. Alors, je vous souhaite d'avoir de l'audace, du courage et de l'humilité pour entreprendre les petits recommencements, mais surtout les gros recommencements de la vie. Mais il ne faut pas mettre de côté les petits parce que les petits recommencements, ben, ils sont la source des plus grands. Alors, bon message de tout le monde.